Bienvenue chez Woolly Mood, le média qui s'intéresse à la personne. Aujourd'hui, nous recevons de nouveau Yann Halter. Bienvenue Yann. Bonjour Diana. Bonjour Yann. Oui. Mood. Hmm. Woolly Mood. Woolly Mood. Woolly Mood. Alors, maintenant, cette fois-ci, on va faire les choses différemment. La dernière fois que tu es venu, tu as parlé de Cultiver la différence, une association dont tu es le président. Et maintenant, j'aimerais bien savoir un peu plus sur toi. Mhm. Tout le but de Woolly Mood, c'est vraiment de te connaître et de te mettre en lumière. Alors, ce qui me marque chez toi, c'est ta capacité à être un serial marqueur. Serial marqueur. Oui, J'ai jamais entendu le terme. invention aussi. Ouais. Donc, tu as beaucoup de marques. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça représente quoi, toutes ces marques pour toi? Une marque, finalement, c'est une identité. Mm. Et le sujet de l'identité, c'est quelque chose qui m'a suivi, qui m'a donné à réfléchir, faire des introspections aussi. C'est quoi mon identité, ou plutôt qui suis-je, pour dire les choses plus simplement. Et maintenant, les marques, chaque marque a une identité, et je pense que j'ai plusieurs facettes au fond de moi, probablement qu'elles se transmettent à travers justement ces différentes marques. Et ces marques-là, tu les as fait au fur et à mesure ou ça s'est vraiment condensé en combien de temps ça s'est créé? Ces 7, 8 marques bientôt? Tu peux expliquer un peu le parcours des marques avant tout? Mhm. Il y a plusieurs phases, je pense, dans la marque. Il y a toute la matière qui fait qu'on arrive à créer une marque ou qu'elle arrive à se matérialiser. Mais ça peut durer des années, et le temps qu'il faut pour accumuler. C'est des chemins de vie, c'est des expériences, un tas de choses. Il y a un moment donné où on concrétise la marque. Et cette phase de concrétisation, elle peut aller très, 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 très vite. Je dirais, j'ai réellement décidé de matérialiser ces marques il y a quelques années, il y a 4-5 ans. Je me suis dit maintenant, il faut que tu concrétises tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu as envie, tout ce que tu as sur le cœur. Donc j'ai envie de dire, la matérialisation, elle a commencé il y a à peu près 4-5 ans, plus ou moins, quoi. Donc, avant ces 4-5 ans, elles maturaient dans ta tête principalement? On peut dire ça, dans ma tête, ou inconsciemment aussi. Mmh. Je pense qu'il y a plein de choses qui m'ont suivi, que j'ai jamais réalisé, ou oui, je faisais des projets, ça restait en stade de projet. C'est un début, Mmh. une fin, puis ça s'arrêtait, je passais à autre chose. Mais rien de plus tangible qui pouvait tenir sur la durée. OK. Et l'idée de toutes ces marques, en fait, chaque marque a une identité propre. Elles sont toutes très différentes les unes des autres. Il y a certaines qui sont plus axées vraiment luxe, beaucoup en fait, toutes les marques sont très inclusives quand même, je trouve. Hem, c'est quoi l'idée derrière le tout? Hmm. Il y a des valeurs comme l'authenticité, l'ouverture, et puis la bienveillance, un minimum. Je pense que ces valeurs, elles sont ancrées en moi. Ce n'est que quelques-unes, hein. Et après, il y a d'autres valeurs plus peut-être dans aller chercher à faire de la performance, faire des choses bien, faire des choses de manière le mieux qu'on peut. Mais certaines de ces valeurs se retrouvent dans toutes, et je pense que les trois que je viens de dire, on les retrouve à peu près dans toutes les marques. Et après, chaque marque elle-même, elle a ses propres valeurs, elle se développe elle-même. Et ce qui est marrant, certaines ont été initiées par moi uniquement, c'était mon idée, j'ai lancé le truc, et d'autres, elles ont été co-créées. Certaines, je les ai créées et d'autres personnes ont rejoint après. Il y a un peu différentes combinations, constellations. Puis ce qui est cool, quand on est plusieurs sur une marque, c'est qu'il y a l'esprit de chacun qui contribue à l'identité de la marque. Effectivement, ben, Woolly Mood c'en est une. Est-ce qu'on peut partager un peu sur, ton retour après une année, finalement? Avec grand plaisir. Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Finalement, vu qu'on a collaboré ensemble et co-créé ça, tu avais 0 contrôle sur mes questions. Tu as toujours 0 contrôle sur mes questions.
Comment tu as pu me faire confiance? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette aventure? Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'effet waouh. C'est-à-dire qu'on a commencé, puis d'un coup, bam, quasiment une vingtaine d'épisodes qui sont là, publiés, avec une qualité que, à dire tout au départ, je n'avais pas prévu du tout, tout le concept. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Et je le vois aujourd'hui, déjà je le vois moi-même, et après, on se rend des fois pas compte de ce qu'on crée ou ce qu'on co-crée, mais c'est surtout le retour des gens, d'avoir Woolly Mood, on va dire, dans le portfolio de marque. Pour moi, c'est une fierté. Déjà, premièrement, bah, tout seul, je l'aurais jamais fait parce qu'il y a clairement nos énergies là-dedans. Mais d'entendre des gens qui sont inspirés par un épisode ou par le concept ou par ta personnalité, ta façon de poser les questions ou par la réalisation, pour moi, c'est très, très gratifiant quoi, d'avoir des retours comme ça. Mmh. Pour cette marque, tu es dans l'ombre et est-ce que tu peux parler de tous ces métiers dans l'ombre qu'on n'en parle pas forcément? Mm. C'est vrai que dans l'image et le son, ben, on voit les protagonistes qui sont sur le plateau ou sur le podium ou peu importe, un endroit visible. Mais c'est vrai que pour arriver à ça, il y a besoin d'énormément de choses, énormément de coordination, mais aussi d'efforts au niveau technique, au niveau matériel, au niveau ressources. Pour moi, alors, il y a des choses que je fais moi, et des choses, c'est pas moi qui les fais, mais finalement, j'ai la responsabilité d'assurer que ça suive derrière, que ça fonctionne, et puis que finalement, les personnes qui sont devant, elles s'occupent pas, elles se préoccupent pas de ce qui se passe dans le backstage. Et j'aime bien ce rôle aussi parce que c'est plus reposant, des fois. Pour toi? Pour moi, ouais. Si je devais le faire, je stresserais beaucoup plus que d'être là sous les feux du projecteur pour mettre quelqu'un en lumière. Non, simplement d'être là devant les caméras, ça m'a jamais posé de problème. Enfin, jamais. On ne peut pas dire totalement comme ça évolue avec le temps, évidemment. Mais ça demande, comment dire, c'est autre chose. On sait qu'on nous regarde, on nous entend, on nous écoute, on nous observe, on nous scrute, de l'orteil jusqu'à la dernière mèche. Et puis, ça met une certaine pression, forcément, même que si avec le temps, on s'y habitue. Et puis, je trouve que le travail de l'ombre, je trouve qu'il y a une certaine puissance, c'est le terme que j'ai envie de dire, parce qu'on sait que beaucoup de choses reposent, en fait, sur ce qu'on fait. Et que sans ça, il manque une pièce. Et il faut vraiment le tout. Et bien sûr, c'est pas pour dire que l'un est plus important que l'autre. Je pense que c'est un tout, et il faut que ça fonctionne ensemble. Comme le yin et le yang, finalement, sans l'un et sans l'autre, ça serait bien triste. Hein. Mm-hmm. Et alors, si on retourne sur l'identité, comment toi, tu t'es identifié en étant jeune? Comment ce travail d'identité t'a marqué? Comment le regard des autres t'a touché? Et à quel moment tu t'es dit « Ouais, je veux juste être moi ». C'est une question qui peut aller assez profondément. Et déjà, bon, je suis né à Jakarta. J'ai grandi en Suisse. Donc, j'ai en quelque sorte été déraciné d'une certaine manière d'un endroit, même que j'avais même pas une année quand je suis arrivé en Suisse. J'ai grandi après en Suisse allemande. Mes parents parlaient le français, l'allemand. Et puis j'avais déjà ces deux cultures, même en étant moi d'une autre culture totalement ailleurs, mais la culture à la maison, c'était la culture suisse, tant suisse allemande que suisse romande, et les deux parents parlaient le suisse allemand et le français. Et j'ai toujours vécu avec cette multiculture. Quand j'habite en Suisse allemande jusqu'à ma première année d'école, on va dire, il y avait une part d'innocence quand j'étais à l'école enfantine, mais je voyais déjà que j'étais différent des autres personnes, sur le plan physique, premièrement, mais aussi sur le plan, on va dire, intellectuel, sur le plan aussi de mes idées, déjà à l'époque. Je voyais qu'il y avait des différences, quoi. Et puis, en fait, je ne m'étais pas posé la question. Moi, c'était normal, en fait, d'être différent, même que je ne pouvais pas mettre les mots dessus.
Et après, par la suite, je suis venu en Suisse romande, j'ai fait ensuite toutes mes écoles, mes études en Suisse romande, tout en gardant le contact avec la Suisse allemande, par ma famille, qui est encore en partie là-bas. Et, et j'ai gardé un peu ces deux cultures, aussi professionnellement, je suis régulièrement à travers toute la Suisse. Donc, je vois à chaque fois que je viens à un endroit, il y a forcément une différence et je constate qu'il y a plusieurs parties de moi. Il y a une partie on va dire du Yann en suisse allemand, on se douterait même pas que je parlerais français. Il y a des Suisses allemands qui me disent « Ah, je sais pas que tu parlais français ». Et puis quand je parle maintenant, il me semble pas que j'ai trop l'accent suisse allemand. Pas du tout même. Donc ça peut aussi surprendre. Donc jouer, c'est pas jouer sur deux tableaux, c'est jouer avec différentes facettes de moi-même. Qui forcément font partie de mes différences. Et même moi maintenant, là, ici à Lausanne, ici dans le studio, quelque part, je sors dans la rue, il y a beaucoup de gens qui, physiquement, me ressemblent pas, la majorité, et c'est pas à sous-estimer. Même que je suis grandi en Suisse, culture suisse qui est ancrée aussi en moi, mais on le voit pas au premier abord. Donc, ma relation aux personnes n'est pas forcément la même que quelqu'un qui a, on va dire, une tête, on va dire, plus locale, plus suisse. Oui. Quoi. C'est quel type de personne qui t'aborde ou qui ose t'aborder? Alors, c'est toutes sortes de personnes. Il n'y a pas de profil type, mais ce que je peux remarquer, c'est généralement des personnes qui ont un minimum d'ouverture d'esprit. Est-ce que c'est voulu que tu aies gardé un style bien propre à toi pour aussi propager cette valeur-là que tu as? Alors, il y a la question du masque, que j'en parle dans mes talks et conférences. À un moment donné, j'ai dit, mais le masque, ça me demande trop d'efforts. Et ça, c'est petit à petit. J'ai dit, finalement, je fais comme je sens, je fais comme j'ai envie. Et puis je regarde, je verrai bien ce qui se passe. Comment tu gères les critiques des autres ou le jugement? Alors, il y a les critiques dans le dos, qu'on n'entend pas. On peut les deviner parce que de temps en temps, on a des échos. Je veux dire, si quelqu'un préfère être dans mon dos, je veux dire, c'est pas grave. Ma vue devant, au moins, elle est dégagée. Donc, j'ai aucun problème avec les critiques, je dois dire honnêtement. Ça l'a toujours été ou quand même tu as été affecté? Je ne sais pas comment tu étais dans ton jeune âge, hein, à quoi tu ressemblais aussi. Peut-être tu étais plus conventionnel dans la coupe de cheveux, les habits. Parce que maintenant, tu as vraiment un style propre à toi et c'est génial. Et tu développes même une marque de vêtements. Donc, est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours de jeune enfant à adolescent à aujourd'hui l'adulte et l'homme affirmé? Il y a eu plusieurs phases et ça a été autant dans un sens plus classique, dans quelque chose de plus extravagant. On va dire, dans ma petite enfance, j'étais assez sage, on va dire. Même très sage. Trop sage? Peut-être trop sage, ouais. Peut-être très autonome. En fait, tu me mettais dans un coin et puis je m'occupais tout seul et tout allait bien. Tu faisais quoi, tout seul? Je construisais des Lego. J'étais fan de Lego technique, de tout ce que je pouvais construire, créer à l'époque. C'était déjà... donc c'était déjà ancré dans tes gènes. Absolument. Même à 3-4 ans, j'avais déjà ça, enfin, ce qu'on m'a raconté, quoi. Et puis, après, il y a eu la partie plus artistique. Bon, il y a eu à travers la musique où j'ai pu me développer aussi. Quel instrument joues-tu? Trompette. Ah! Je jouais. Oui. Je joue plus aujourd'hui. Elle est encore là, cette trompette, mais c'était mon premier instrument. Je jouais dans des fanfares quand j'avais 7 ans, pendant plusieurs années, et puis c'était sympa. Et puis un jour, j'ai reçu un clavier pour mon anniversaire. Vieux synthétiseur, j'ai commencé à jouer dessus, à créer, et puis c'était vraiment des sons, on va dire, horribles quand on jouait sur ce synthé, qui sont absolument plus rien à voir avec ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais ça m'a poussé aussi à rechercher de la créativité, le son, comme je voulais, à travers ces ondes sonores. Et après, j'ai continué encore la musique, et j'en fais toujours aujourd'hui. Mais pour revenir à la question, comment ça a évolué,
Là, je me suis ouvert artistiquement, on va dire, dans ma préadolescence, si on veut. Donc, j'ai eu après, quand j'avais 14 ans, des coupes de cheveux, j'avais teinture vert, violet, Ah ouais. décoloré, enfin tout ce que tu voulais, quoi. J'étais... Oui, mes potes, ils me connaissaient un petit peu pour ça, déjà à l'époque. J'étais fan aussi de musique électronique, techno, tout ça. Donc, j'avais déjà les Buffalo avec les Ah chaussures oui, c'est juste les compensées. Buffalo. Absolument. Puis, j'ai continué ça jusqu'à jeune âge adulte, où je faisais des lives de musique. Je composais, et j'avais une machinerie incroyable chez moi, mes home studios. Mhm. Et puis là, je pouvais vraiment me lâcher dans qui j'étais. Et puis dans ce milieu électro, techno, bah, c'est le bienvenu. En fait, je veux dire, c'est même presque Ouais. indispensable. Et donc j'ai très bien vécu avec ça. Les gens regardaient. Je l'ai toujours fait de manière, on va dire, bien, dans le sens où c'était simplement l'expression de moi-même, mais en même temps de créer des choses. Donc les gens voyaient que je créais quelque chose, et même si ça leur plaisait pas, ils trouvaient ça cool parce que je m'éclatais dedans. Et tu as osé aussi. Et j'ai osé, absolument. Et là, le regard des autres, déjà là, je disais, bon, finalement, quelque part, je m'en fous, quoi. Je fais comme je veux. Il y avait déjà des critiques à l'époque, mais j'arrivais très bien à vivre avec ça, déjà. Et après, il y avait la phase où la vie professionnelle, où il faut être plus sérieux. Oui. Et là, comment t'as fait pour rentrer dans le cadre? Donc, j'ai laissé repousser les cheveux, j'ai attendu que la décoloration, elle parte. T'as pas coupé tout en bas? Oui, alors, il y a certaines photos, on me voit vraiment mes cheveux à 2 millimètres. Hein. Ah ouais. J'ai jamais fait la boule à zéro, mais 2 millimètres, ça, c'était ma coupe à un moment donné. Ok. Ouais. Et donc tout, costume, cravate, milieu business, corporate, aucun problème avec ça. Et puis j'arrivais à me fondre aussi là-dedans. J'ai appris, on va dire. Comment t'as appris? Euh, de base, j'apprends par observation, surtout. Donc l'environnement t'impacte, enfin tu choisis d'aller dans cet environnement et du coup tu sais les codes de l'environnement naturellement, tu le sens. Quels sont tes outils? Ouais, je pense qu'il y a eu déjà ce fait de devoir m'adapter à chaque fois dans un nouvel environnement. Donc c'est devenu un mécanisme naturel finalement. Et quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, alors bon, j'ai fait un apprentissage en tant que polymécanicien, donc j'étais déjà les mains dans le cambouis, et puis il y avait déjà une structure assez rigoureuse là où j'ai fait mon apprentissage. Donc j'ai appris déjà de faire les choses de manière méticuleuse, déjà surtout dans la mécanique. Donc ça veut dire que tu n'as ni bachelor, ni master, ni haute étude, Ouais, ou alors, comment tu as fait ton parcours bah, ça, c'est pour juste créer le toutes ces début. marques? C'est Ouais. ça, c'est hyper intéressant pour les gens qui se disent il faut certaines études ou autres pour réaliser ses rêves. Je dis pas les études, ça peut aider. Mhm. Toujours. Hein. Moi, j'ai fait l'apprentissage en mécanique. D'abord, je voulais faire mécanicien de voiture de rallye parce que j'adore tout ce qui est performance. J'adore La surpasser vitesse la aussi. vitesse. J'aime bien ce qui va vite, quoi, Oui, de c'est manière ça. générale. Et ça me collait bien, mécanicien en voiture. Puis je voulais conduire des voitures de rallye. Finalement, ça n'a pas pu se faire, concours de circonstances, indépendant de moi. Et j'ai donc fait polymécanicien. Et en 4 ans, j'avais un petit peu fait le tour de tout ce que je pouvais. J'ai beaucoup appris. J'ai eu la chance aussi, on m'a donné cette possibilité. Et on m'avait proposé de continuer de travailler là-dedans. Et j'ai dit non, je vais faire autre chose. Un peu sur un coup de tête, j'ai pu m'inscrire à l'école d'ingénieur, sur concours d'admission, qui a heureusement passé à ce moment-là. J'ai préparé le truc et puis j'ai fait mon diplôme aussi en lien avec la musique, dans les traitements des signaux. C'était ma formation. Ok, c'est un bachelor ou c'est un... C'était avant qu'il y ait bachelor-master. Ok, C'était encore avant, donc c'était vraiment le diplôme d'ingénieur d'accord, HES. chouette. Donc, si on revient à la phase dans le monde professionnel, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu trouves que il y aurait moyen de faire bouger un peu les codes? Mhm. Je me suis fasciné par les organisations avec le temps.
Dans quel sens? C'est-à-dire que voir comment fonctionnent les gens, les règles, les systèmes, les processus, ça m'a vraiment passionné au point que je me suis orienté dans la business analyse, Mmh. qui est très large, hein. On parle de business, mais c'est tout ce qui est interne, fonctionnement, externe. Et, euh, et en fait, j'ai appris les règles dans différentes entreprises, donc de la PME, de la start-up, à mon compte, à la grande entreprise. Et j'ai observé et je me faisais mon avis dessus déjà. Enfin, premièrement, il fallait que je comprenne, il fallait moi-même voir si je suis capable de performer dans un environnement comme ça. Et ça a toujours été le but. Je voulais toujours faire le maximum. J'avais pas l'ambition d'être le meilleur à tout prix. C'était pas ça. Je suis pas dans ce niveau de compétition, mais de faire les choses bien. Et forcément, tu as besoin de comprendre les règles pour faire les choses bien dans un environnement. Et j'ai remarqué avec le temps que, en découvrant différentes entreprises, différents leaders, managers, que, en fait, il y a des choses que je ferais différemment. Lesquels? L'organisation même, ce que font les gens, je me dis, mais pourquoi cette personne fait ça? Je me dis, mais en fait, elle pourrait aussi faire d'autres choses parce que je décèle d'autres compétences chez cette personne. Mmh. Il y a dans les systèmes eux-mêmes, des fois, il y a des processus, des procédures qui sont pas très efficaces et que j'avais envie de changer. Mmh. Et j'ai effectivement proposé, j'ai toujours proposé des solutions. Mmh. Et je pense que ce qui a été apprécié, c'est que je voyais des défauts, mais je proposais toujours quelque chose. Euh, je- donc il y a la critique, mais la critique constructive. Et, donc j'ai évolué comme ça et puis j'ai fini avec le temps par imaginer, concevoir mes propres systèmes et organisations. Et pour toi, tu trouves qu'elles fonctionnent? Celle Tes d'aujourd'hui, tu nouvelles veux dire? organisations, comment tu fais les choses, Mm. ton leadership aussi? Ouais, ça aussi, j'ai beaucoup appris avec le temps et j'apprends encore énormément maintenant. Je dirais que mes systèmes euh, sont des améliorations continues. Ils sont dans l'amélioration continue parce que je pose une base, comment je l'imagine, et ensuite on apprend, on corrige, on adapte. Donc on est vraiment dans l'itératif, dans une approche très, très, très agile. Mmh. Et la perfection, on peut pas l'atteindre, mais on peut s'en approcher. Et il y a plein de choses que j'avais imaginées qui, dans la réalité, j'ai dû recorriger. Mmh. Même certaines fois même pivoter. Ouais. Je dis, ouais, bon, bah là, écoute, ton truc, ça marche pas comme tu le pensais. Il Mmh. faut que tu changes radicalement quelque chose. Disons, sur le fond, la vision, les valeurs, je pense que ça a jamais vraiment changé. Ouais. Mais après, sur la manière de l'implémenter, ça, oui. Et ça, je suis vraiment prêt à changer n'importe quel système pourvu qu'il nous amène vers le but qu'on veut. Comment tu gères, ton leadership, par rapport à tous tes partenariats? Tu as une équipe aussi sous toi, dans ton métier. Donc, qu'est-ce que tu vois que les gens ont besoin au niveau leadership à l'heure actuelle? Hmm. En tout cas, ma vision du leadership, moi, si je peux inspirer les gens en faisant moi-même, en montrant par l'exemple, je suis très content parce que j'ai besoin moi-même d'être confronté à certaines problématiques pour pouvoir ensuite guider les autres. Donc, je dois mettre la main dans le cambouis toujours, d'abord. Mmh. Et je suis pas le leader manager qui va donner des ordres de choses que je ne connais pas. Ouais. Je préfère faire confiance en fait aux gens parce que c'est les gens qui ont l'expérience, qui ont les compétences, la capacité. Sauf que là où je peux intervenir, c'est dans le système. Et une équipe, c'est un microsystème. Et ce microsystème, on peut le façonner avec l'équipe de manière, on va dire, collaborative. Chacun est une pièce de ce microsystème. Et moi, je peux guider, je peux suggérer. Donc, je suis dans un style de leadership ou de management qui est très collaboratif. Mmh. Après, il y a des situations, bien sûr, où on doit être plus directif parce que des fois, c'est nécessaire en situation de crise ou quand il faut agir très rapidement. On n'a pas le temps, des fois, de chercher le consensus pendant des Mmh. jours, des heures et des semaines. Des fois, il faut décider. Et je veux dire, si on est accepté dans un environnement comme leader, comme étant compétent pour quelque chose, je pense que les gens, ils comprennent aussi qu'on est dans une urgence et que quelqu'un doit prendre une décision. Mmh.
Oui, et moi j'aime bien collaborer avec toi. Effectivement, à chaque fois, tu m'as laissé être qui je suis. C'est apprécié et tu m'avais dit aussi que c'est touchant d'avoir maintenant aujourd'hui des retours, plus émotionnels. Alors si on parle des émotions, quelles sont quelle est ta palette d'émotions, Yann? C'est un sujet hyper passionnant, hyper difficile à répondre en même temps. Mmh. J'ai dû faire un travail aussi sur moi-même. Là, je peux le dire, c'était vraiment un travail de comprendre mes propres émotions, de pouvoir mettre des mots dessus. Qu'est-ce que la joie, la colère, la tristesse, rien que des choses de base. Euh, on les vit, mais c'est pas des choses qu'on apprend, je trouve, ou qu'on nous apprend au long de la vie. Mmh. Et gérer ses émotions, je pense qu'on peut être notre pire démon si on Je suis d'accord. maîtrise pas nos émotions. Enfin, maîtrise, si on les comprend, si on ne les canalise pas, je pense qu'on les maîtrise jamais réellement. Mmh. Donc, moi, mes émotions, je les accepte. Elles peuvent être très... Comment dire? Elles peuvent aller très en intensité. Autant dans la joie, la tristesse, dans la colère, dans le mépris. Et, et je pense que j'ai appris aussi à ne pas agir sous l'émotion, en tout cas pas de prendre des décisions importantes, parce que notre cerveau, il est faussé. C'est comme si les hormones elles faisaient la fête, le chaos, et puis que fait l'after pendant 3 jours de suite, et puis impossible, tu peux pas décider quand c'est comme ça. Et à quel moment, ça s'éclaircit? Et est-ce qu'il y a eu des moments où ça s'est pas éclairci, après longtemps? Oui, j'ai eu une phase particulière comme ça où c'était il y a 5 ans à peu près, plus ou moins, même ouais, à peu près maintenant, où j'étais tombé dans un trou noir, psychologiquement, émotionnellement. Je suis resté enfermé quasiment tout un été euh, Mmh. à composer ma musique. Ça m'avait permis de produire après, hein, une fois que j'étais ressorti de là, deux morceaux de musique qui sont publics, hein, qui sont été publiés, qui sont le début d'une histoire musicale, comédie musicale que j'aimerais terminer un jour. Et, et ça, j'étais vraiment dans une dépression à ce moment-là. C'est quoi pour toi la dépression? Parce que finalement, on parle beaucoup de cette thématique, la Mm. santé mentale, la dépression, les jeunes d'aujourd'hui qui Mhm. s'isolent derrière les écrans. Comment toi, tu l'as vécu à cette époque-là et pourquoi ça s'est passé, tu penses? Mhm. Alors, je l'ai vécu intérieurement, très profondément. Ça m'a remis ma vie, certaines croyances en question. Je l'ai vécu, je me suis fait confiance à moi-même, comme à chaque fois, comme depuis tout petit en fait. J'ai dit, c'est un moment, c'est comme ça. En même temps, j'étais bien dedans parce que j'arrivais à créer des choses. Tu jamais cessé de créer, en fait, peu Ouais, importe les ouais. circonstances. Donc en fait, je me suis habitué, puis en fait, j'ai dit, bah, en fait, quelque part, c'est cool quand même. C'est dur, émotionnellement, c'était très dur. C'était après une grosse séparation, après un divorce, et qui a eu un gros impact sur ma vie. Donc beaucoup de remises en question. Et puis, disons, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai appris, puis petit à petit, ben, j'en suis sorti. Je sais pas comment dire comment je m'en suis sorti. Ça s'est fait un peu avec le temps. Ça n'a pas duré des années, heureusement. Je sais que ça peut être plus grave, donc je m'estime heureux. Je pense que c'est vraiment l'environnement qui a déclenché ça, une situation. Mmh. Et c'est peut-être la différence, hein. Je ne suis pas dépressif pathologiquement, hein. Mmh. Donc c'était vraiment passager parce que depuis, ça m'est jamais réarrivé. Mmh. Vraiment un épisode. Et, mais en fait, j'ai cru en moi, j'ai cru en ma création. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement à cette époque-là. Mmh. Est-ce que tu as dû prendre des médicaments aussi, ou pas du tout? C'est vraiment ta création qui a fait que Non, non, alors j'ai pas pris de médicaments du tout. Parce que, alors c'est vrai on y pense. mmh. On se dit, j'ai peut-être besoin d'aide. Mmh. J'ai même pas.
j'ai même pas vraiment demandé de l'aide, en fait, dans cette période. Alors oui, j'ai toujours des personnes à qui on peut se confier, et je pense que c'est toujours bien. Mais j'étais vraiment en isolement total. Tu avais besoin J'avais besoin, je pense, ouais. de te recentrer sur l'essentiel, enfin en toi, de fouiller tes propres réponses et de Je te voyais comprendre. personne, on pouvait me donner ses réponses. On pouvait me guider, on pouvait m'aider, on pouvait me soutenir, mais en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond que je devais faire à ce moment-là. Mm. Et après ce travail sur toi, quelle Yann tu es devenue? Je pense qu'il y a certains schémas que j'ai mis de côté complètement Tu as un exemple? dans mes relations. Mm. Bah, je prends les relations amoureuses. Mm. J'étais vraiment une relation mariée, des relations qui étaient très fusionnelles et qui, comme dans beaucoup de relations fusionnelles, peuvent aussi mener vers des fois des blessures. En fait, ça peut même soulever des blessures, parce que si c'est fusionnel, c'est qu'on a peut-être vécu quelque chose de similaire, ou qu'il y a peut-être Mhm. une raison pour qu'on s'est rencontrés. Et ça peut des fois faire l'effet inverse, quoi, en fait. On est fusionnel, mais quand il y a quelque chose qui va plus, ou à un moment donné on avance, euh, on se déphase, je pense, avec le temps, parce que chacun avance à sa vitesse. Et on avance, moi j'avance là, toi t'avances là, puis il peut y avoir ce gros déphasage. Et puis on reste sur notre idéal de départ de la relation, je trouve. Mais il est plus possible après, parce que moi je suis une autre version de moi-même, j'ai plus les mêmes besoins, j'ai plus les mêmes attentes. Et puis on a des fois envie de s'accrocher. Ça dépend, il y a des fois des personnes qui lâchent rapidement. Oui. Moi je m'étais accroché en fait à cette relation. Et à travers cet épisode, j'ai appris que ce que je dis maintenant, ce que je viens de dire, c'est qu'on avance chacun notre rythme, et puis qu'on ne peut pas, je pense, forcer une relation. On ne peut pas avoir les attentes d'aujourd'hui. On ne peut pas les garantir ou être sûr qu'elles soient satisfaites d'ici 10, 20, 30 ans. Dans le système des relations aujourd'hui, comment elles se passent, de ce que tu observes après ton expérience de vie, qu'est-ce que tu choisis pour toi et qu'est-ce que tu souhaiterais pour les autres? Mm. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux parce que c'est difficile de satisfaire nos besoins sur le plan émotionnel. Et là, je dis large, que ce soit amical, que ce soit Mm. amoureux aussi. Euh, donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est compliqué, parce qu'on est aussi dans un monde très digitalisé. Avant les réseaux sociaux, avant même Internet, je dis pas dire que Oui, c'était mieux avant, bien sûr. mais disons, le contact était différent avec les gens. On était obligé de sortir, on était obligé de discuter avec quelqu'un. Oui. Aujourd'hui, tout le monde dans la rue est sur son smartphone, et moi compris, hein. J'optimise mon temps, je fais des trucs, et puis voilà. Puis de temps en temps, je me dis quand même, ah bah tiens, lève un petit peu la tête, tu mets ton smartphone de côté. Et puis, en fait, des fois, j'ai envie d'aller parler à des gens, des inconnus comme ça, je veux dire, hey, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de toi, j'ai envie de te parler. Et je pense que on doit revenir, pour moi, vers quelque chose de plus centré sur, pas sur l'humain, ça de toute façon, mais je veux dire sur des relations moins digitalisées, plus dans la réalité, j'ai envie de dire. Dans la matière, dans... Mais avec tout ce qui se passe, en fait, ben, les agressions, vu que tout est plus médiatisé sur les réseaux sociaux, la moindre chose prend des proportions parfois énormes. Comment quelqu'un qui souhaiterait justement aller vers l'autre se prépare pour ne pas se sentir agressé ou jugé ou finalement se refermer Mm. si vite? Alors la recette miracle garantie qu'on n'aura pas le rejet, je crois qu'elle n'existe pas, mais elle n'a jamais existé. Quelqu'un la trouve, je suis preneur. Et probablement pas le seul. Je dirais on peut développer, je pense, un sens, une sorte des antennes. Nos antennes, je pense qu'on peut les développer. Voir est-ce que à travers les signaux non verbaux,
d'une personne ou paraverbal, est-ce qu'on peut être plus ou moins en phase avec la personne? Et je pense que ça peut même se faire de loin. Des fois, en regard, on croise quelqu'un, on dit, ah bah tiens, je vais te parler. Moi, ça m'arrive souvent. J'aime bien aller parler des fois des inconnus, mais pas juste pour aller leur parler, parce que il y a un truc, ça, une petite interaction, et puis je pense que si on arrive à déceler ça, bah, il y a de fortes chances déjà qu'on se ramasse pas un râteau. Au pire, la personne, elle va être sympathique. Et puis ben, là aussi, il faut comprendre, savoir juger est-ce que la personne est intéressée de continuer à discuter ou pas. Et là, je ne pars pas forcément dans une intention d'une relation amoureuse. Ça peut être amicale, professionnelle. Et je pense qu'on perd, on a peut-être perdu un tout petit peu cette capacité à déceler les autres. L'intuition, du coup. Ouais. J'ai l'impression, je pense pas tout le monde, il y a des gens qui sont très forts pour ça, et j'ai aucune prétention là-dedans. Moi, j'apprends encore tous les jours, mais des fois, je suis vraiment étonné comment des personnes réagissent en société, en groupe. Certaines personnes m'en parlent dans le cadre, bon, surtout dans le cadre de cultiver la différence, j'en avais parlé, hein, très ouvert, on peut parler de tout sans jugement. Et puis c'est vrai que des gens se sentent pas à l'aise dans certaines situations. J'essaie de comprendre pourquoi. Je n'essaie pas toujours d'apporter des solutions parce que je suis pas un coach personnel. C'est pas ma vocation. Si je peux aider d'une manière ou d'une autre par mes paroles ou parce qu'à travers ce que je le fais volontiers. Donc je pense pas que j'ai la réponse, mais j'ai juste envie de dire pour conclure que s'écouter soi, être attentif aux autres, être réceptif, ouvert, et puis ensuite y aller pas à pas. Un pas après l'autre. Et c'est avec le temps qu'on découvre une personne finalement, même qu'on se découvre soi. Absolument, ouais. Alors, on a un projet commun qui est Meetinity. Est-ce que tu peux en parler plus? Pourquoi Meetinity? Dans le cadre justement de ces relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses. Alors, Meetinity, en effet, ça apporte une solution à ce problème. En fait, à la base, Meetinity, c'est des relations authentiques, plus directes, plus efficaces. Toujours à la recherche d'optimisation. Oui, à la base, c'était un système pour pouvoir matcher des gens dans un groupe de travail ou dans une équipe de travail, pour matcher 20, 30 personnes. Et puis là, on peut prendre une liste Excel et puis mettre des critères, dire toi, il faut que tu ailles avec telle personne parce que vous vous complétez, ou au contraire, vous avez les mêmes types de skills et puis vous pouvez échanger là-dessus ou travailler sur un projet. Et c'est ça l'idée. Donc finalement, c'est l'idée vraiment de matcher des personnes, peu importe ce que c'est, que ça soit quelque chose de personnel, privé, amical, ou quelque chose de professionnel. Pourquoi l'intérêt, en fait, d'utiliser quelque chose qui facilite le matching? Parce que là, on vient de dire juste tout à l'heure qu'on croise des gens, on n'arrive pas à parler avec eux. Déjà, on ne sait pas quels sont leurs intérêts, quelles sont leurs envies. Et puis ça devrait être, j'ai envie de dire, on devrait presque se balader avec une pancarte, avec nos besoins. Et puis, ça serait plus simple. Comme ça, on le dit, tiens, mais ça me parle. Si tout le monde, on va dire, on fait une journée, truc de fou. On crée la journée de tes besoins, tu les marques sur un panneau et tu te balades avec, et puis tu échanges avec les gens. Génial. J'ai aussi pensé en fait à certains bus qui sont spécifiques, ou certains wagons des CFF qui sont spécifiques pour dire j'ai envie de communiquer avec les autres. Ce wagon-là, c'est pour des gens qui ont envie de se sociabiliser. Mais oui, mais tellement t'as les wagons dans le train, les wagons famille, toutes les familles, t'as les wagons silence, il y avait les wagons McDo, il y a eu le wagon Starbucks. On pourrait créer le wagon Meetinity, par exemple. Venez vous rencontrer. Ouais. C'est ça, puis on remplit tous des personnes qui utilisent des applications ou même des réseaux sociaux, on met nos profils, préférences, etc. C'est simple, ça prend 2 minutes à tout casser. Meetinity, c'est le même principe. On met ces critères-là, et puis après, derrière, il faut la moulinette qui fait ce matching. Et c'est pas tout, ça c'est juste la partie application. Meetinity, c'est vraiment du live, c'est vraiment de la présence, du physique, des gens, des vrais gens, de la matière qui se rencontrent. Et la combinaison de ces deux choses, du digital et du monde physique, je pense que c'est ça la
force de C'est mythinité. au service de l'humain, Absolument. toujours. Centré sur l'humain. Enfin, c'est la base. On va dire même pas centré, c'est la base. Ok, moi j'aimerais bien savoir, en fait, les 3 challenges. On a parlé de ton divorce, je pense que c'en était un. Dans ta vie, quels sont 2 autres challenges peut-être que tu peux partager et qui peuvent être inspirants pour certains qui traversent actuellement des tremblements de terre? Mhm. Je dirais, il y en a un, c'est en lien avec la différence, vraiment mon parcours de vie, comment je me suis intégré dans les différents environnements. J'ai donné peut-être pas mal de highlights, mais aussi pas mal de lowlights ou de challenges. Et ça, c'en a été un. Euh, j'explique volontiers. Et le deuxième, je dirais, c'est la création de projets, le développement de projets, l'entrepreneuriat, qui reste quand même un challenge. Si tu peux développer déjà le low light, c'est intéressant. Ouais. Alors, on choisit pas son environnement. Ah bon? On nous dit toujours qu'on peut choisir son environnement. On ne choisit pas où on est. J'ai pas choisi où mes parents ont décidé que je devais vivre, où je devais aller à l'école. J'ai pas choisi ça. Alors bien sûr qu'à l'âge de 6 ans, alors bien sûr je peux dire non, je veux pas. Mais généralement il se passe pas grand-chose. Donc j'aurais dire on ne choisit pas l'environnement tout le temps. Et pour moi il y a 3 choses qui nous composent, j'ai envie de dire, ou qui nous comment dire, qui nous dictent ou qui dictent notre vie d'une certaine manière. Je pense qu'on a notre environnement qui n'est pas toujours contrôlable, il est simplement là et on ne peut pas changer l'environnement. On peut changer d'environnement, mais on ne peut pas changer des fois l'environnement lui-même. Mhm. Ensuite, on a tout ce qui est inné, tout ce qu'on nous a Oui. donné Dans notre lors code de la génétique. naissance, dans notre code génétique ou peu importe nos croyances, nos vies antérieures. On est de la race humaine. Tout ce qu'on a au moment où on arrive sur cette terre ici. Ensuite, la troisième chose, je pense, c'est notre conscience et notre être, notre capacité à changer, à être le maître de nous-mêmes, pouvoir décider. Décider de ce qu'on va faire, de ce qu'on nous a donné, décider de changer d'environnement. Et pour moi, c'est à peu près un tiers. Hein. Pour moi, c'est 3 choses. Hein. Et cette troisième chose-là, elle dépend peut-être du caractère aussi. Et le caractère, on peut le forger. On peut aussi, pas dans des environnements difficiles, Oui. devenir plus fort. On peut aussi se laisser abattre sans jugement. Il y a des moments, je pense que je suis devenu plus fort. Il y a des moments où je me suis laissé abattre. Les moments où je suis devenu plus fort, j'ai rebondi et j'ai pu changer d'environnement, que ce soit familial, professionnel. Et je veux dire, vraiment, j'ai aussi vécu sur le plan familial des choses qui n'étaient pas faciles du tout. Je ne pouvais pas changer cet environnement-là. Je pouvais simplement me résilier par rapport à cette chose-là, me faire confiance à moi et puis voir comment je pouvais changer les choses à terme. Donc ces lowlights dans ma vie, ils ont eu lieu aussi dans le milieu professionnel où je ne me sentais pas à ma place. Finalement, j'ai changé. Il y avait mon job, je l'ai fait pendant 2 semaines, même pas, parce que je suis pas à ma place, je me sentais pas en phase, je savais le faire. Les gens m'appréciaient, mais je me sentais pas à ma place. Il y a des environnements aussi, on me suis senti exclu. Clairement, je dis mais qu'est-ce que je fais ici? Donc ma réaction, c'était de me donner un coup de pied dedans et puis je veux plus rien savoir, un peu la révolte, la rébellion. Donc ça, c'était des lowlights que j'ai dû gérer émotionnellement pour pouvoir continuer. À chaque fois, tu as choisi l'isolement? Je pense mon caractère peut-être rebelle qui a quand même tendance à ne pas accepter des choses qui ne me plaisent pas. Mhm. Avant, j'étais peut-être plus impulsif, où je rentrais plus dans les choses, dans les gens, dans les situations. Est-ce que tu as cassé des choses aussi? Casser des choses, ouf. Ouais, alors j'ai cassé des choses, ouais. Oui, j'ai cassé des choses. Alors, c'était des objets, surtout matériels, qui n'ont jamais eu de conséquences. J'ai aussi cassé ma moto, j'ai déjà eu cassé ma voiture. Jamais eu de conséquences, en fait, heureusement.
que des prises de conscience. Et là, je remercie en fait le ciel. J'ai eu des accidents de voiture qui étaient assez graves quand on regarde un peu comment D'un point de vue c'était. extérieur. Ouais, j'étais un peu cascadeur à un moment donné. Et puis en fait, j'ai dû avoir un ange gardien toujours avec moi. J'ai même déjà eu un accident. J'ai fait plusieurs tonneaux en voiture. Et puis la voiture a retombé sur les roues et j'ai remis le contact. Puis je suis reparti. Ah ouais. Moi, inconscient. C'était il y a très très longtemps, quoi. J'étais vraiment dans mon jeune âge adulte. Aujourd'hui, je peux en parler. Et des anecdotes comme ça, j'en ai encore tout plein. Je voulais devenir pilote de voiture de rallye. Il y a peut-être aussi une raison à ça. Non, j'étais toujours attiré justement par la sensation. Je pense inconsciemment. Je pense que ça a été guidé inconsciemment pendant plusieurs phases de ma vie, aussi certaines prises de risques. Que j'ai appris à mesurer avec le temps. Donc m'enfermer, non, mais ça m'a pas toujours servi, en fait, ces low light. J'ai dû compenser, ça s'est extériorisé de certaines manières, justement en cassant des choses. Et c'était pas très très bon, je dois dire. J'ai eu toujours de la chance, j'ai eu énormément de chance, et j'en remercie le ciel. Il faut vraiment être des fois plus conscient. Maintenant, je ne referai pas les choses comme ça. Je me dis, j'étais inconscient. C'était juste un passage. Et j'ai juste envie de dire que ces low light, il faut juste essayer de trouver le moyen de se sortir d'une situation. Déjà, premièrement, faire la part des choses entre qu'est-ce que je peux changer, où je peux influencer quelque chose et qu'est-ce que je peux pas influencer. Ça sert à rien, je suis dans un environnement familial, entreprise qui ne me colle pas. Tu peux pas changer le système, tu peux pas changer, ou alors ça va te prendre des années d'efforts et puis tu vas te tuer à la tâche. Donc j'ai laissé tomber ça et c'est pour ça que j'ai fini par faire mes propres systèmes. Après, je dis pas qu'on doit tous créer tout de A à Z, on peut rejoindre d'autres cercles d'amis, d'autres emplois. Je vais pas dire changer de famille, aussi. Mais on peut se créer une autre famille, une deuxième famille. Bien sûr. Et par rapport à l'entrepreneuriat, du coup? Ouais. Là aussi, c'est le try and error pour moi. Moi, j'aime bien faire. Try and learn. Ouais. Ouais, try, error and learn. Try, error, fail, learn. ouais, des fails. J'adore le concept du fucked up night. Oui. J'aime bien l'idée de parler de ces low light, là où tu t'es planté. Et parce que c'est là qu'on apprend. Et puis dans l'entrepreneuriat, ou de manière générale, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une partie de mes projets, parce que tous mes projets ne sont pas entrepreneuriaux. Ça veut dire quoi pour toi, l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est de créer un produit, un service qui soit rentable et dont on peut vivre économiquement, créer de l'emploi. Okay. Au sens, ça, c'est pour moi l'entrepreneuriat. D'accord. Ouais. L'autre partie, c'est vraiment artistique plutôt. Il y a le côté artistique, ouais. Je veux dire, créer une œuvre d'art, ça c'est une chose. Il n'y a pas de but de rentabilité. Après, les deux peuvent se rejoindre. Comment exploiter commercialement ton art, si on peut le dire comme ça, c'est pas très joli. Mais on peut combiner les deux. Si on fait une exposition, on peut toujours vendre ses œuvres. Et là aussi, là, ça devient de l'entrepreneuriat, mix des deux. Sinon, il y a le côté social aussi, comme cultiver la différence. Finalement, c'est ni de l'entrepreneuriat, c'est pas artistique directement. Et développer des systèmes sociaux. Ça te tient à cœur quand même, hein, d'essayer d'aider à ta manière, par ta force qui est plutôt de création de systèmes, et puis qui tu es, ton leadership collaboratif. Comment tu t'entoures des perles, des autres qui compensent ce que tu n'as pas pour joindre tes causes? C'est... Bonjour, c'est Yann. Ouais. Je sais pas s'il y avait un processus que j'arriverais à standardiser pour ça. C'est beaucoup au feeling. Et donc peut-être l'intuition. Au feeling, à la chance. Et comme je dis, la chance, on peut la provoquer. Donc ça devient des coïncidences, au final. L'énergie, notre rencontre aussi, on en avait parlé. Oui. C'était juste un ressenti sur le moment. Je t'ai vu en train de parler, j'avais envie de venir vers toi. Je sais pas
pourquoi. Parce que quelque chose m'a parlé, m'a interpellé, ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. Oui. Donc c'est simple au final. C'est très C'est simple. simple, c'est simple, et ça c'était un des cas de figure. Il y en a d'autres, c'est des gens qui viennent vers moi, Mhm. qui me disent hey Yann, alors les gens des fois me demandent est-ce que t'as un petit peu le truc, est-ce que tu serais partant. Oui. Je sais que des fois les gens amènent la chose indirectement, puis ben quand je cerne ça assez rapidement, et puis quand je vois que ça peut matcher, je dis bah essayons de faire quelque chose C'est chouette. Donc avec tes valeurs. avec mes valeurs. Et je pense que les valeurs, c'est les choses qui lient les gens profondément. Mhm. Et si on n'a pas les mêmes valeurs, je pense que ça ne peut marche pas pas. faire quelque chose Ouais. ensemble. Ouais. Ouais. Merci. Dernière question, du coup. Tu loupes pas la question. Quels sont tes 3 messages que tu voudrais laisser immortaliser dans ce monde Mhm. à l'heure d'aujourd'hui? Mhm. Alors la première, c'est sois toi-même. Sois toi-même, quoi qu'il en soit. C'est le titre de mon talk préféré. Je suis moi, quoi qu'il en soit. C'est facile à dire, pas toujours facile à faire. Mais j'y crois, continue à le faire. Et aujourd'hui, je peux dire que ça m'a apporté bien plus que ce que j'y ai, entre guillemets, perdu. Sois toi, quoi qu'il en soit. Premier message. Le deuxième message, crois en toi. Crois en tes capacités, crois en tes ressources. Parce qu'on croit des fois que les autres ont la réponse. Mais je pense qu'on a presque toutes les réponses au fond de soi. Des fois, on a besoin des autres pour nous permettre de faire jaillir ces réponses ou de les comprendre, de les trier, de les synthétiser. Moi aussi, j'ai besoin des autres pour comprendre des fois en fait, ce qu'il y a au fond de moi et comment je dois trier ou quand je dois lancer un projet ou pas. Mm. Donc, j'ai envie de dire, crois en toi et n'hésite pas à chercher de l'aide à l'extérieur les ressources, tu les as. Crois en toi. Deuxième message. Et le troisième message, j'ai envie de dire, sois ouvert d'esprit. Cette phrase, elle peut déranger. Je vais difficilement imposer à quelqu'un soit ceci, soit ça. Mais là, j'ai envie de forcer un tout petit peu les choses quand même. Regarde autour de toi, ouvre les yeux, intéresse-toi. Intéresse-toi. On parle beaucoup de diversité, inclusion, sans on débatte là-dessus parce que je pourrais en parler aussi pendant des heures. J'ai juste envie de dire, la diversité est là. On vit dans un monde, même la biodiversité, je pense que la Terre est déjà plus diverse qu'en fait notre esprit déjà, Bien à la sûr. base. Donc finalement, les choses sont là. Tu n'es pas obligé de tout aimer, de tout accepter, de tout inclure. Et c'est là que quand on parle d'inclusivité, c'est bien, c'est joli, mais j'ai envie de dire, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, que tu n'as pas envie de l'inclure dans ce que tu fais tous les jours, on va dire c'est OK. Et c'est ton droit. C'est ton droit, c'est OK. Tu n'as pas besoin d'aller rentrer dedans, d'aller détruire, de confronter la chose, non. On allait tout casser. Non, simplement tu dis, bah, c'est pas pour moi, et puis laisse la chose de côté. C'est comme, j'ai envie de dire, les commentaires de haters sur les réseaux sociaux. J'ai dit, vous n'avez rien d'autre à faire. Si ça te plaît pas, bah, va ailleurs. Fais quelque chose de plus constructif. Finalement, tu alimentes juste de l'énergie négative. Donc, quand tu restes dans l'ouverture, tu regardes et tu vas vraiment sur ce qui t'inspire. Et puis, finalement, c'est un cercle vertueux. Et je pense que ça peut qu'apporter des choses d'être ouvert. C'est pour ça que tu es toujours aussi jeune. Alors, je te remercie déjà de collaborer, de co-créer toutes ces marques avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, dont j'en fais partie. Et merci pour tout, pour cette interview, d'avoir livré un peu plus de toi et comment tu gères les choses et que toi aussi, malgré la facette extérieure qu'on pourrait voir stable, fort, indestructible, en vrai, tu n'es qu'un humain, aussi comme nous, et tu as tes low phases. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi Merci. aussi, Diana, pour tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et puis pour cet échange
très authentique. Merci beaucoup. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, continuez à nous écouter, à vous inspirer et à faire de votre vie un chemin de lumière. Ciao! Bye bye.